Bonjour et bienvenue dans cet épisode 10 du Cinéco. Je suis avec Rodolphe Yvedou. Salut. Et je suis Andy Mortier, comme d'habitude. C'est cohérent. Et bah toi aussi, du remarque, t'es un habitué du Cinéco et c'est toi qui as C'est proposé du coup cet épisode. Oui. Du coup, sur une sortie actuelle, Until Dawn de David F. Sandberg. Et on va pas tout de suite faire l'écho, mais on va d'abord parler d'Until Dawn. Du coup. Oui. Peux-tu faire un petit résumé d'Until Dawn? Mais avec plaisir. Tu as joué au jeu d'ailleurs. Alors, j'ai joué à une partie du jeu, mais des années après sa sortie, mais j'ai vu énormément de gameplay. Donc, mais après, je pense qu'on va pas trop se baser sur le jeu parce que toi déjà, t'as Moi, j'ai rien pas vu joué au du jeu. T'as rien vu du jeu, tu as pas joué, et même le film, à part en faire des références, enfin, il se sert Il pas de la s'éloigne. trame principale du jeu. Et il y a Rami Malek sur un bout de papier. Hein. C'est vrai? Oui. Tu l'as pas vu? Non. C'est le dossier, je sais quand il est chez le médecin, du coup, enfin chez le chirurgien là. Ah, il a rien aimé Rami Malek. Il y a Rami Malek sur un bout de papier. Ok. Il est dans le casting, dans le film en fait. Mais de toute façon, en fait, la scène de. Ouais, on va pas spoiler. Ouais, on va pas spoiler. Mais en tout cas, du coup, Until Dawn, c'est un jeu. Il a eu une adaptation du coup. Ouais, donc c'était un jeu qui était sorti du coup sur PS4 à l'époque, et en gros c'est un jeu en mode QTE, où en gros du coup tous les personnages, enfin toutes tes actions sont décidées par des choix que tu dois faire à tel ou tel moment, aller vers telle ou telle personne. C'est pas des jeux avec des gros gameplay, hein, c'est surtout juste appuyer sur les boutons au moment bon moment. et énormément de cinématiques. Mm. Il y a pas mal de jeux d'horreur qui ont repris ça depuis, genre comme The Quarry je crois. Et en gros, le Et film... les jeux Telltale aussi. Oui, les jeux Telltale. Et du coup, le film Until Dawn se sert du principe de choix. Le fait qu'en fait, vu qu'on a plusieurs versions possibles de l'histoire dans le jeu, et ben là, il va refaire le truc en faisant un truc qu'on a beaucoup, c'est la boucle temporelle. Mais comment elle arrive? En gros, dans Until Dawn, le personnage de Clover et ses 4 amis décident de faire une sorte de road trip dans les États-Unis pour essayer de retrouver la sœur de Clover qui a disparu 1 an plus tôt. Et dans la scène d'intro, on voit où elle a disparu, c'est dans la fameuse maison que l'on voit du coup dans les bandes annonces, etc. Et c'est en fait en arrivant dans cette maison qu'un sablier va se lancer et que toutes les nuits, ils vont se faire tuer. Et oublié toutes de les nuits- préciser qu'avant, il rencontre un gentilhomme à la station-service. Ça, on en reparlera du gentilhomme à la station De la service. Mais station. oui, mais genre, le principe de base, c'est qu'ils vont arriver dans cette maison, ils vont se faire buter une première nuit, et puis ils vont se rendre compte qu'en fait, ils revivent la même nuit en boucle, sauf qu'à chaque nuit, une sorte de danger supplémentaire va être ajouté, et du coup, bah, ça va ajouter de plus en plus de trucs, et eux, il faut qu'ils survivent parce qu'ils se rendent compte que, en fait, ils peuvent pas tenir toutes les nuits, basiquement. Donc c'est pas une boucle temporelle, entre guillemets, à la jour de la marmotte, je sais plus le nom en français. Un jour sans fin. Un jour sans fin où Bill Murray pourrait vivre juste sa vie tranquillement. Murray Bill Murray, ouais. Mais plus un truc à la Happy Birthday justement, où bah, genre au fur et à mesure, elle se rend compte que toutes les morts qu'elle a, bah, elle les subit quand même dans son corps et tout. Et donc c'est ça le plot de base, on suit ces 5, je crois qu'ils sont 5 en plus. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, oui, on suit ces 5 jeunes qui vont du coup être enfermés dans cette maison, être confrontés à plein de monstres toutes les nuits. La première nuit, de toute façon, c'est un. La première nuit, c'est du slasher. basique, hein. Mais du coup, voilà. Quel est ton avis du coup sur ce film, Andy? Bah alors moi du coup je suis allé voir que pour une raison, sinon je serais pas allé le voir, hein. C'est parce que c'était David F. Sandberg qui faisait le film. Et David F. Sandberg, Et qu'est-ce parce qu'il a fait? évidemment je suis allé le voir, parce qu'évidemment je suis un gros fan de Shazam. Donc non, du Moi coup, j'adore le DCU, c'est vraiment il a passion. il a fait Shazam, hein, c'était une commande. Et il mais a fait de Shazam base- 2 aussi. Mais surtout de base, ce mec-là il est rentré dans le cinéma parce qu'il a fait, il est youtubeur avec sa femme et il a fait du coup Lights Out. Sur YouTube il y a quand même pas mal de temps, je crois que c'est 2013-2014 Lights Ouais, Out, ça quand fait plus même. de 10 ans. Ça commence à dater, mais c'était du coup 2 minutes 40. Pour le coup, bah, je vous conseille d'aller voir, hein, c'est gratuit et puis c'est court. Mais regarder dans le noir, bon bah ça fait autant de pression qu'un film de 2 heures en salle, hein, parce que c'est super bien construit. Il y a une super belle, il y a une super idée, c'est un beau concept. Et il en a fait un film après que j'ai pas vu. Du coup, je me suis dit bon bah non. De toute façon, je crois qu'il a été produit par Blumhouse, je crois. Donc Ouais. déjà, ça donne un peu le. Bah, je me demande si c'est pas James Wan d'ailleurs qui avait repéré David F. Sandberg par rapport à ça et puis qu'il a fait un peu rentrer dans le truc. Mais Bah, il a ce fait serait- d'autres courts-métrages, David Ce serait F. pas Sandberg. étonnant quand même, parce que vu qu'il est entré dans le DCU après James Wan. Après que James Wan était sur Aquaman. Mm. Et du coup, David F. Sandberg, bon bah je pense que 100% il a déjà joué à Until Dawn. Hein. Parce que du coup, c'est vrai que là, les adaptations de jeux vidéo, surtout depuis Mario qui a tapé le milliard, ça marche beaucoup. Et du coup, pareil, ça en demande. Il y a de plus en plus de demandes pour ça. Donc c'est pas étonnant que Until Dawn a été lancé. Et j'avoue que quand il y a eu les premiers trucs, je voyais pas comment ils pouvaient l'adapter en fait. Parce que le premier scénar qu'ils avaient annoncé ressemblait pas du tout non plus à ce qu'on a eu là.
Ouais, et de toute façon, bah heureusement que j'ai pas joué au jeu parce que je me dis, bah en vrai, le film se tient très bien, je trouve, sans jeu vidéo à côté, Oui. tu vois. Et même d'ailleurs, bah, je pense que j'avais vu qu'Until Dawn en me renseignant, du coup, faisait des références pas mal aux années, à certaines années, slasher, tout ça. Mm. Et même dans le film, tu vois, sans ce côté-là du jeu, j'ai ressenti qu'il essayait de me montrer tout un pan du cinéma d'horreur, tu vois. Comment c'est, même d'ailleurs, je sais pas du coup si dans le jeu, tu m'avais pas répondu à ça, je crois. Mais le fait qu'après la première nuit, il n'y a pas le château d'eau. Et au bout de la troisième nuit, le château d'eau, ou la deuxième nuit, le château d'eau il commence à pop. Et du coup, là, Bah, en après- fait, t'as un univers du coup qui commence à. En fait, les trucs apparaissent à un moment, ça spawn quoi. Bah, ça fait un peu progression de niveau, ça. Mais Bah, ça fait presque tutoriel, même au début, Ouais. en fait, il y a rien autour. Mm. Et d'ailleurs, il y a un moment où il y a la meuf qui commence à sortir. Non, il y a quelqu'un qui prend la caisse à un moment pour Oui. sortir. Et il y a des énormes monstres Ah oui, dehors. mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Hein. Dans le jeu, il y a pas ça ? Non, du Mais tout. non, mais par contre, pourtant, c'est une mécanique très jeu vidéo, je trouve. Ouais. C'est par exemple quand tu sors dans The Ouais, Witcher pour 3. t'empêcher de sortir de la map. Quoi. Dans The Witcher 3, quand tu commences à sortir, c'est les dragons vivent ici, vous ne pouvez pas aller plus loin quoi. Mm. Et Mais genre, c'est vrai que ce plan-là, vraiment, il m'a marqué. Vraiment, j'étais en mode, ah oui. ça m'a fait beaucoup penser à The Mist, moi. Mm. De Frank Oui, Darabont. oui. Avec les grosses créatures dans la brume et tout, bah là Ouais, c'est presque pareil. Dans les scènes de fin, là. Toi, moi j'avais vu pour David F. Sandberg parce que Lights Out, il y a quand même, c'est un concept. Mm. Sûrement qui a déjà été fait d'ailleurs. Hein. Oui, Ça bah, va c'est faire sûr. clignoter une lumière, c'est pas difficile, mais en tout cas, comment. Les visiteurs l'avaient déjà fait. Mm. Avec Jacques Couille. Oui, mais on n'est pas dans le film d'horreur. Mais en tout cas, Lights Out, c'est très flippant et un peu dérangeant. Et il a ce côté-là surtout de faire des screamers qui sont pas des screamers du son. Genre, c'est-à-dire juste te faire sursauter. Les screamers, du coup, sont surprenants et ils font, pour le coup, il essaye toujours de mettre un visage assez. Il le fait plusieurs fois d'ailleurs dans. Ouais. Après, il y a quand Until Dawn. même beaucoup, je trouve, ce truc de son En fort. vrai, pas quand tant que ça, même, dans mais je Until Dawn. les ai comptés, il y en a 2, je crois. Ah ouais. En vrai, la plupart des screamers dans Until Dawn sont vraiment silencieux, c'est un plan sur un panneau sur le visage, notamment des Wendigo. Et en vrai, sinon, non. Et il y a une scène, du coup, dont on en parlait juste avant, vers la fin du film, ça ne se spoilera pas, mais il y a une scène avec un feu tricolore qui illumine en rouge en fait à un intervalle. Et à ce moment-là, évidemment, si tu as vu Lights Out, tu sais très bien sur quoi il va jouer, quoi. Et c'est ce qu'il fait. Hein. Et moi, en tout cas, je l'ai trouvé très propre en tout ce qui est colorimétrie photo. Ouais. C'est clairement, c'est Mais clean. de toute façon, les plus gros défauts du film, ils viennent dans son scénar. Oui. En fait, peut-être dans son scénar et puis dans sa construction. Ce qu'on disait aussi quand on en a parlé, c'est que il y a ce truc dont on a l'impression qu'il manque des scènes. Genre que. Bah, en fait, il on passe, dirait le film il est à moitié amputé parce qu'il passe très vite sur des trucs qui mériteraient d'être un peu plus explorés. Genre, il y a ce truc, du coup, les nuits qui passent. Et du coup, on nous fait à peu près rapidement comprendre la limite de nuit. Et en fait, bah, tu sais, toi, que tu vas pas voir toutes les nuits parce que bah, sinon ça fera un film de 4 heures. Ouais. Mais la façon dont tu passes de la 3ème à la 13e ou 14e, même ils se rendent pas, en fait ils savent même plus. Eux ils s'en rendent pas compte, la mais manière on n'a dont- pas cette impression d'être perdu nous. Parce que nous on voit les nuits du début à la fin, Ouais. sans interruption au début, pour les 3 ou 4 premières. Du coup on n'a pas ce choc de waouh, en fait ils ont vécu tout ça. Oui, et puis la Ça, manière dont ils dialoguent par rapport à ça, c'est très bizarre. Enfin, genre, mais Ah. c'est quoi déjà, c'est la 4e? Et en fait, pour nous, spectateurs, Bah, on est c'est en la mode- 4e, donc Oui. elle a raison. Et ensuite, il y a l'impression que non, c'est la 13e, je crois. Et puis. Et du coup pourquoi lui il a le compte? Ouais, genre il y en a, pourquoi il y en a ils font pas le compte? Et puis en vrai ils auraient dû tous être paumés, ou il y aurait une petite scène à jouer là-dessus où il y a une perte de repères. Surtout qu'en parlant de ils auraient dû tout être paumés ou une personne non, bah, il y a justement un personnage qui pour moi apporte des problèmes dans le film alors qu'il aurait pu être très intéressant. C'est celui de Megan du coup, qui est joué par Ji Jong-Yu, pardon, qui est du coup un personnage qu'on décrit comme le début, comme une meuf qui est très sensible aux énergies et tout ça. Mais bon, ok, et évidemment il s'avère que bah, elle a vraiment des capacités et tout ça. Sauf que elles sont exploitées genre 1 à 2 fois, alors qu'il y a vraiment des fois où ça aurait pu donner des scènes intéressantes. Où moi par exemple ça aurait pu être elle qui se rend compte de l'évolution des nuits et tout ça, et c'est pas elle, c'est l'autre personnage, là, le copain d'une personne du groupe. Qui pareil, il y a un gros changement de personnalité, mais on va revenir sur ça aussi après. Ah, Le mec qui est étudiant étudiant de en psycho, psychologie. d'ailleurs, pour avoir fait des études en psycho, si lui il est étudiant en psycho, il va pas aller loin, je vous le garantis. Mais du coup, ouais, il y a ce truc-là, et c'est pas assez exploité, et puis j'ai l'impression que on dirait que le seul truc qui fait qu'elle est vraiment sensible aux esprits et aux énergies, c'est que du coup le réalisateur et les scénaristes lui en mettent plein la gueule. C'est vraiment elle qui a les pires morts dans tout le film. Mais tu sais que Lou, juste avant, du coup, Lou qui est déjà apparu dans le podcast, me parlait du fait que mais il y a un perso qui a des visions du futur, et ben ça va être un peu. Je suis curieux de voir comment ils vont faire ça dans le film, ça va être peut-être chiant, tu vois, parce que ça va peut-être un peu gâcher les trucs.
Et en fait, je pense que David Sandberg, il s'est dit, bon, il faut que je fasse une adaptation. Il y a un perso qui a des visions. Mais en vrai, est-ce que je charterais pas vite ce perso-là, tu vois, parce que ça va foutre en l'air un peu tout. Mais c'est vrai qu'elle crève souvent parmi les premiers et tout ça, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a un bashing un peu sur elle. Hein, mais ils prennent cher hein, quand même. Oui, bah après c'est le principe du film, quoi. Mais c'est comme, encore une fois, comme avec les coupes, on va dire, la souffrance, elle est au centre. Parce que c'est ça qui va provoquer... Bon, en gros, pour rappeler les éléments principaux qu'il y a dans le jeu, c'est le fait qu'il y a un des personnages qui s'appelle Josh, après, du coup, la mort de ses 2 sœurs, qui fait revenir tous ses amis dans le chalet à la montagne. Et basiquement, bon, je suis désolé, ça spoil, mais c'est intéressant pour parler du film, c'est il se fait passer pour un tueur de slasher en utilisant des accessoires de cinéma pour faire peur à ses amis, sauf qu'il s'avère qu'il y a en fait des Wendigo qui ont été créés parce que, bah, en fait, il y a eu un éboulement dans une mine pas très loin qui a fait que les gens se sont bouffés entre eux. Et selon les légendes amérindiennes, c'est comme ça que les Wendigo existent, c'est quand tu succombes au cannibalisme. Et en gros, bah, tous ces petits éléments, même s'ils ne sont pas remis de cette façon-là dans le film, bah, on les retrouve. Le serial killer, c'est le premier gros méchant qu'on nous présente. Et évidemment, il y a tous ces trucs de Wendigo. Il n'y a pas son passif, par contre, dans le film. Non. Alors que les Wendigo, oui. Oui, et puis la figure du frère qui a perdu ses sœurs, là, du coup, c'est le personnage principal, Clover, qui a perdu sa sœur. Et il n'y a pas ce truc de elle veut se venger de ses amis ou pas, parce que bah, ça n'a rien à voir. Il y a moins en fait, il y a moins cette ambiguïté. Mais parce que je trouve que quand tu me le racontes, tu vois le délire de Josh là qui s'habille, je trouve ça pourri. Genre, heureusement qu'il l'a pas raconté dans le film. Bah après, c'est la façon dont ça rajoute une couche de la vengeance. Genre, bah en fait, la façon dont c'est montré dans le jeu, c'est intéressant parce qu'il y a aussi tout ce délire avec le psy en fait. Ouais. Le psy dans le jeu, c'est le psy de Josh. Et en fait, à travers tous les chapitres, sont séparés par des moments où on joue en FPS, donc on voit pas qui on joue, contrairement au reste du jeu où on est en 3ème personne, et on est à répondre aux questions d'un psy. Et le cabinet du psy se délabre de plus en plus et tu comprends pas. Et en fait, tu comprends au final dans le jeu que c'est le psy de Josh. Et du coup, ça explique pourquoi il est en fait si erratique, parce qu'il a juste des problèmes psy suite à la disparition de ses sœurs. Et en fait, les scènes chez son psy, bah, c'est des scènes qu'il imagine. Donc du coup, c'est pour ça que le cabinet il se dégrade et tout, et que le psy, il est... Le psy qui est joué par la même personne dans le jeu que dans le, dans le film, oui. Bah, ça m'étonne pas, parce que c'est l'acteur il joue dans Prison Break, ce mec, je crois. Ah ouais. Oui. Il est connu cet acteur-là, il a une gueule. Je crois qu'il a joué dans des séries, il a joué dans des séries américaines, mais en gros, évidemment, c'est Peter Stormare. Et lui, il a joué dans pas mal de films. Il a joué dans Fargo. Mais il jouait souvent des seconds rôles. Il a joué dans Dancer in the Dark. Ah oui, c'est vrai. Il a joué aussi dans Les Pingouins de Madagascar. Il a joué dans 22 Jump Street aussi. Je sais pas quoi faire de cette information. Mais voilà, en tout cas, déjà il a une gueule en plus. Et le truc c'est qu'ils ont gardé, mais d'ailleurs en fait, vu qu'il y a une référence à Rami Malek à la fin, et qu'il y a notamment des caméras qui montrent, et les gens ont pris ça pour une suite, pour une annonce d'une suite. Mais en fait... Je pense que ça peut être interprété comme les deux, dans le sens où le studio, il veut qu'il y ait ça, pour que si le film marche, bah ils font une suite. Sur le coup, chalet, et du coup ils se mettent un peu dans la merde. Bah oui, parce que c'est une préquelle du coup. Oui, c'est une préquelle et du coup les gens connaîtront l'histoire. Donc ça c'est... Mais voilà. Et puis en même temps, je pense que c'est juste aussi les scénaristes et du coup David Attenborough qui ont voulu faire une ref et puis qui remontent le chalet qui est vraiment le chalet iconique du jeu quoi. Ouais, parce que moi j'ai vu des critiques en mode mais en plus la suite un peu facile à annoncer là. Alors qu'en vrai, moi j'ai pas du tout vu ça comme une suite quand je me suis dit, bon bah non, si c'est l'histoire du premier jeu, bon bah au pire ils feront une préquelle et encore je trouve pas. En vrai, ça va faire vieux con ce que je dis, mais genre maintenant les gens sont tellement habitués aux suites dans tous les sens que ils peuvent pas s'empêcher de voir, même à travers une scène qui n'est pas post-générique, parce que maintenant on a un peu associé le post-générique à la scène qui annonce une suite. Donc là, c'est même pas une scène post-générique, hein, c'est juste la scène finale, il n'y a pas de scène post-générique dans Until Dawn. Et ils ont forcément associé à une suite, alors que ça peut être juste un. Ça peut pas être une suite. Bah, et le psy il meurt. Ouf. Oui, c'est vrai. Ça, tu me diras. Je suis pas persuadé qu'il était vraiment vivant, hein, parce que. Oui, c'est vrai qu'il se balade un peu partout. Mais il vend quand même. Il est à la station-service au début, quand même. Oui, en plus, ça n'a pas de sens, quoi. C'est... Ouais. Donc c'est un spoil par contre. Mais... Ouais, bon. Mais pas, du coup, bon film. En vrai, moi j'ai passé un. Pour le coup, par contre, le rythme il est géré. Hein. Oui, franchement. Bah, pour moi, il y a vraiment juste sur la fin, quand ils sont dans les tunnels et tout, dans l'ancienne ville. C'est vrai que ça dure. Là, c'est un peu long, mais je pense que c'est fait exprès. C'est vraiment pour. Bah, c'est le dernier tiers, faut tenir le spectateur en haleine et tout. Et puis en plus, il y a vraiment tout ce truc là. Il y a un montage alterné final où en vrai, il y a les 3 situations où t'as le personnage principal de Clover qui doit faire un choix justement qui est très représentatif du coup des choix que tu peux avoir dans Until Dawn et tout ça. Et il y a vraiment ce truc avec l'horloge, et puis le truc sur le psy, et puis tout ça,
Puis bon. C'est vrai que non, en tout cas, t'as un bon montage qui fait Mm. une belle rythmique, parce que moi, je me suis pas ennuyé devant. Et puis, t'as des plans qui prennent leur temps. Hein. Mm. Alors, même, je me souviens quand ils vont visiter le sous-sol là, de la maison, Mm. il y a un placement de caméra, enfin, il fait des travelling derrière les personnages, mais au niveau de... Comment dire, il les prend entièrement. Mm. Et moi, j'ai eu l'impression, pour le coup, de pouvoir contrôler, tu vois, le truc, en mode, c'est une caméra, on a presque l'impression d'avoir la caméra de jeu vidéo, quoi. Mm. Et puis pour un film d'horreur, on en parlait tout à l'heure encore, mais on peut en le redire. Screamer, en vrai, il joue pas tant que ça au niveau du son, quoi. Ouais. C'est beaucoup de plans qui vont t'amener à un malaise, tout ça, et même s'il y a du côté action. Et puis il y a aussi ce côté genre qui reste très souvent dans l'horreur, qui a du mal un peu à se détacher, un peu comique. Genre c'est rare de voir des films d'horreur purement horreur quoi. Même là, il y a pas longtemps, il y a Sinners qui est sorti au ciné et tout, où les gens disent que c'est un très bon film d'horreur. C'est un film d'horreur, Sinners. Et c'est pas de l'horreur, techniquement, c'est juste que il y a du des gore. tropes horrifiques parce que c'est du gore et tout ça, mais c'est plus de l'actionneur et tout ça, et voilà. C'est un film d'horreur, il a pas été distribué. Hein. Mais du coup, les vrais films d'horreur, enfin les vrais, je dis pas que les comédies horrifiques sont pas des vrais films d'horreur, mais c'est juste que des films d'horreur qui sont full horreur, full tension, ça reste assez rare, et du coup, même là dans ce film, il y a des petits moments un peu de comédie, enfin je veux dire, il y a une des façons de mourir, c'est de l'eau qui fait exploser. Et l'explosion comme ça, enfin on a vu ça tellement que ça en devient plus comique que terrifiant quoi. Même si elle est utilisée comme ressort final d'ailleurs. Oui, mais... et d'ailleurs ça, je crois pas que ça a un rapport. Par contre, vraiment, j'ai jamais vu d'Until Dawn, un truc avec de l'eau qui fait exploser les gens, mais il faudrait que je me repenche sur le jeu là. Non, mais par contre, il y a un aspect comique, je trouve, dans la scène de la salle de bain. Ah oui, mais oui, ça marche clairement. bien en vrai, par beaucoup. Enfin, c'est. Ça fait même pas. Moi, ça m'a fait. Bon, après, moi, je rigole pas au cinéma. Mais... Les grilles originales, moi je rigole faut pas vraiment aussi. être drôle. Il dit ça alors que pourtant, devant Daffy et Porky sauve le monde. J'avoue que j'ai rigolé. parce que ça, c'était drôle. Mais c'est rare, tu vois, il me faut une bonne blague vraiment. Et bon, je sais pas rigoler, tu vois, mais ça me faisait sourire. Ouais. Le fait qu'ils explosent, quoi. Bon, même si c'est horrible. Mais du coup, pour amener vite fait le lien vers notre écho, ouais. Ce qui est intéressant aussi avec le film, c'est dans son répertoire de créatures, qui est quand même assez... Parce qu'on nous le présente. On n'en a pas parlé, c'est vrai qu'il y a du coup une maison qui pop le deuxième jour. Oui. Et il y a un sacré paquet dans le décor de références, d'outils, on va dire, de personnages, films d'horreur, clowns, poupées. Mais oui, il y a un beau répertoire en tout cas de tout ce qui traverse le cinéma d'horreur. Quoi. Mais après, ce que je trouve intéressant, c'est que contrairement au film dont on va parler, déjà le répertoire est très gentil. En même temps, ça s'explique parce qu'il veut quand même rester plus dans l'hommage au jeu plus que dans l'hommage au genre horrifique. Mais je trouve qu'il reprend cette norme qu'on a beaucoup dans le cinéma horrifique ces derniers temps, de tous les monstres sont quasiment en numérique. Dans Until Dawn. Ouais. Et en soi, il y en a qui seraient carrément faisables, tu vois, en pratique. Mais maintenant, quand on voit des monstres dans beaucoup de films d'horreur, on va dire grand public, ils sont souvent très rapidement faits en numérique. Est-ce que t'as bien vu, t'as cherché qu'ils étaient faits en numérique ou pas ? Bah ça se voit. Bah justement, le truc c'est qu'il y a certains... David F. Sandberg, je suis pas sûr que quand il fait par exemple des gros plans, tu vois, sur le Wendigo qui vient de faire à la gueule, tu vois, je me dis en vrai ça pourrait très bien être un bon make-up aussi. Hein. Je sais pas à voir parce que je sais pas, lui il est habitué, il vient de YouTube, tu vois. Il vient pas d'un truc... Je sais qu'il est bon en FX par contre, David F. Sandberg. Mais il est quand même habitué à se démerder avec ses mains, tu vois. Bah du coup ça. Mais du coup il y a beaucoup de d'effets liens avec le cinéco, avec l'écho. Du coup il est quand même là. Mais en vrai c'est intéressant par contre parce que maintenant on ne reconnaît plus un effet pratique d'un effet. Oui, bah en fait numérique, avant les effets pratiques ils étaient full pratiques. Ouais. Maintenant tu mets un effet pratique, bah t'as forcément des couches de VFX. T'as souvent des couches de VFX dessus qui vont corriger et même des fois un peu lisser. Mais c'était le cas pour Jurassic Park de base, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est effet pratique, plus ensuite combiné à CGI, quoi. Mais après, tu vois, dans The Substance, j'ai pas eu cette impression, tu vois, par exemple. Pour moi, The Substance, ça se voyait que c'était... Enfin, je voyais plus le côté pratique que le costume de fin de The Substance, en même temps, aurait peut-être mérité une petite couche VFX. Parce que c'est vrai qu'il fait très, très costume. Ah, mais je sais pas, moi, j'aime bien. Oui, non, c'est vrai que c'est bien, de toute façon, bah... Voilà. On aura l'occasion prochainement dans le Cinéco de parler d'effets pratiques pour un film français. Oh le teasing. Le teasing. Oh là là. Sur un film français très intéressant, mais voilà. Mais l'effet pratique, en tout cas, ça dépend, tu vois, le film dans lequel c'est utilisé. Mais dans The Substance, c'est quand même très graphique. Je trouve quand même le film est beau. Déjà parce qu'en plus, il est comment dire, il est filmé pour être beau et elle a filmé à la Kubrick pour être très méticuleuse, genre pour que ça soit bien chirurgical, quoi, à l'image. Et
Et le truc, c'est que bah, le costume après fait complètement une dissonance là-dessus, quoi. Mm. Parce que bon, qu'on le veuille ou non, bon, le CGI ça lisse, quoi. Et ça lisse autant que l'image. Mm. Puis, bon. Mais du coup, on n'arrête pas d'en parler. Mais c'est quoi l'écho? Oui, alors Oui. du coup, eh ben, on va parler de La cabane dans les bois, de Drew Goddard, qui nous a sorti aussi Bad Time at the El Royale. Et qui sera le réalisateur de Matrix 5. Pour Matrix l'instant. 5. Pour l'instant. Ne Ouais. mettons pas la charrue avant les 1 et les 0. Ouais, mais n'empêche que Drew Goddard, ça fait genre du coup depuis Bad Times, donc ça fait 7 ans Qu'il a pas qu'il fait de a film. pas fait de réal, et que ses projets sont annulés alors qu'à chaque fois il est censé bosser sur des grosses boîtes. Ah ouais. Par exemple, il y avait un projet Sony, bon, Sony, hein, de Marvel, bon, Marvel chez Sony, hein, de faire les Sinister Six. Donc le fameux groupe de méchants que Spider-Man affronte souvent. Et du coup, c'est les 6 gros méchants et tout ça. Et en gros, c'était Drew Goddard qui est censé réaliser ça. Mais non, c'est Donc pas ça, cohérent, et un auteur chez Marvel, non, il s'en va. Et bah, Edgar Wright, il a eu du ça. coup, le projet, il a jamais vu le jour. Bah ouais. Mais du coup, Drew Goddard qui a réalisé ça, qui a donc La cabane dans ses bois, qui est Dans les ses bois, dans les bois, qui est du coup son premier film, si je dis pas de bêtises, est sorti en 2012 ou c'est 2013? Non, c'est 2011. C'est 2011. Voilà, comme quoi je dis des conneries. Mhm. Et du coup, c'est son premier film, mais c'est absolument pas ses premiers pas dans le cinéma parce que c'est aussi un très gros scénariste. Et il a notamment fait le scénariste d'un film aussi qui est très important pour moi, qui est Cloverfield de Matt Ah, Reeves. Drew Goddard est dessus. Oui, c'est lui qui a fait le Ah. scénario. Et c'est pour ça que je t'ai dit qu'on pourrait en parler. Ouais. Et en fait, il a fait le scénario de Cloverfield, qui est du coup sorti en 2008 et qui a été réalisé par Matt Reeves, qui maintenant est surtout connu pour Bah, The ses- Batman, The récemment. Batman et les Planètes des Singes aussi. Oui. sont Pas très- les derniers. C'est Non, mal. pas le tout dernier, mais Ouais. les. La première sur trilogie. la, ouais. bah, la Enfin, la première, première trilogie, le reboot de la trilogie, Ouais. c'est pas lui qui a fait le premier, mais il a fait les 2 suivants. Il y a eu un reboot aussi par Tim Burton. Beaucoup de reboots, tout ça. Ouais. Mais du coup, La cabane dans les bois, ça nous raconte l'histoire de 5 jeunes qui décident de se faire un petit week-end entre amis et d'aller passer une cabane dans les bois. Et si le scénario vous semble cliché, c'est normal, c'est parce que c'est fait exprès et qu'on voit dès le début du film que tout est en fait orchestré et que les jeunes vont subir un massacre minutieusement préparé pour satisfaire des entités dont on n'a pas la connaissance. Puisque le film commence sur une scène où on voit donc les couloirs, on va dire. Du... Très administratif. Voilà. Et oui, on en parlait, c'est le Truman Show de l'horreur. Donc, Et voilà, et en gros, en fait, on suit en parallèle du coup ces 5 jeunes. Encore une fois, 5 jeunes, c'est pour ça que j'ai tiqué quand j'ai revu qu'ils étaient 5 dans Until Dawn. Oui, c'est surtout qu'ils sont pas 5 dans le jeu. Hein. Non, mais Donc, ils sont beaucoup plus dans le jeu. ouais, le choix de 5 pour le coup est assez. Mais pour moi, vraiment, David Sandberg, il a vu La cabane dans les bois et j'en reparlerai parce qu'il y a plein de trucs. Il vient de se. Enfin, lui, il a vu ça, hein, clairement. Ouais. Mais du coup, en fait, on va suivre en parallèle du coup les 5 jeunes et ces gens qui sont en dessous d'eux, hein, parce qu'ils sont littéralement sous la cabane, et qui vont organiser leur massacre, tout en leur laissant également aussi les choix de la façon comment ils vont mourir. Et du coup, La cabane dans les bois, il est très intéressant pour moi parce que je trouve que déjà c'est un point de vue sur le cinéma horrifique en règle générale, hein, c'est juste une lettre d'amour à tous les films du genre. Il y a des refs au slasher, il y a des refs aux films de zombies, il y a des refs Bon, à film, Hellraiser. Les enfants flippants, les poupées. Il y a même Les clowns. des clowns. Il y a même une ref vite fait, enfin qu'on a 2 fois au cinéma d'horreur japonais. Comme quoi, et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, qu'ils disent à un moment, ils disent oui, on est peut-être les numéros 2, eux les Américains, mais on est quand même bons. Alors que bon, ça veut dire que quand même, Drew Goddard remet en question la façon, parce qu'il dit que les scénarios des Japonais sont souvent meilleurs. Oui, clairement. Et quand on voit l'état souvent des 10 milliards de suites de films d'horreur, on peut qu'apprécier Mais même en fait en Asie, bizarrement, il y a un héritage du film d'horreur, tu vois, qui est assez, qui va chercher un peu peut-être dans les côtés familiaux. Ce qui commence à se faire aux États-Unis beaucoup plus, justement, hein, avec Hérédité, Midsommar, Ouais. tu te dis, ça commence à aller chercher là-dedans. Mais quand tu vois même en Corée, hein, genre bon en Corée, bah, soit tu l'as vu, je pense, mais Nanjing quoi, The Strangers, Ouais. bon, c'est insane ce qui se passe dedans. C'est un film américain. Mais c'est pareil, ce qui est la différence aussi beaucoup entre le cinéma. Bon, après là, on est en train de faire un petit hors sujet, mais la différence aussi principale, je trouve, entre le cinéma d'horreur japonais et le C'est pas hors cinéma sujet, c'est le d'horreur. cinéma d'horreur, c'est bon. Hmm C'est pas hors sujet, c'est le cinéma d'horreur. Ça va, ça va. Mais la principale différence entre le cinéma japonais et le cinéma américain aussi, c'est surtout que chacun se repose sur son pays et du coup ses traditions. Et dans le cinéma japonais, c'est énormément de fantômes, c'est énormément de yokai. Et le Japon, c'est encore un pays qui aujourd'hui,
moi je regarde énormément de films de Jiro japonaise. De C'est pas mal ça. Mais surtout, de Japan. Oh. surtout de Koji Shiraishi. Et même dans des films qui sont très récents de Shiraishi, il parle toujours de médium et tout, mais pas en mode oh c'est très rare, faut aller hyper loin pour trouver un médium. Genre vraiment c'est un truc hyper commun la spiritualité dans le Japon, alors qu'aux États-Unis le truc qu'on voit le plus c'est des créatures comme des zombies, comme des serial killers, comme des tueurs de slashers, c'est que des trucs. Enfin, même si le slasher ça vient d'un genre italien, qui vient d'un genre de roman anglais, nanana, enfin le slasher ça reste typiquement américain, le serial killer c'est typiquement américain aussi. Et même les zombies aussi, bah, même si de base c'est un mythe haïtien, bah, c'est quand même Romero qui a réinventé le genre. Ouais. Et pareil, enfin tous les trucs que tu vois en fait, même dans La cabane dans les bois, les rêves que tu vois, c'est des trucs qui sont très américains aussi. Et c'est pour ça que je trouve que Drogodar il fait du coup un hommage à ce cinéma d'horreur, mais en même temps il en fait une assez bonne critique. Parce que du coup tout le film va jouer sur les clichés, les très gros clichés du cinéma c'est d'horreur. Ça, mais c'est pour ça que c'est très comparable, je trouve, à Truman Show, parce que pareil, dans Truman Show, en fait, dès qu'il y a besoin, par exemple, d'une scène romantique, machin, toute la lumière va être faite, tu vois, pour que ça soit comme ça. En fait, c'est vraiment, tu te dis, La cabane dans les bois, c'est vraiment un mix entre Truman Show et puis un film d'horreur, quoi. Un film d'horreur. Et puis Evil Dead. Dès Parce qu'il y a que besoin... la plus grosse rêve de La cabane dans les bois, c'est Evil Dead. Hein, Oui, bah oui, pour juste la maison, déjà. La maison, ils y vont dans une... En plus, genre, on est en 2011 et ils y vont avec un vieux camping-car, mais tout pété. Et ils rencontrent, avant d'aller dans la maison, le fameux vieux de la station-service. Et le vieux schnock, bah voilà, qu'on retrouve aussi dans Until Dawn. En fait, Until Dawn, il fait beaucoup de refs au cinéma d'horreur. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment, quand je l'ai regardé, c'était pas à d'autres films en particulier que je pensais, mais du coup, c'était à La cabane dans les bois. Parce que je trouve que, vu que le but de l'antagoniste, bon, qu'on a un peu spoilé, mais du coup, c'est un psy, l'antagoniste du coup de Until Dawn, c'est de faire souffrir les gens au maximum, de leur inculquer une énorme peur, au point qu'ils deviennent du coup des Wendigo. Parce que du coup, là, la légende du Wendigo les déformait pour arriver sur ce côté de c'est la peur qui les transforme. Et dans La cabane dans les bois, pour satisfaire ces anciennes entités par les gens de l'administratif là, qui sont sous la cabane, c'est qu'il faut que les 5 personnes souffrent. C'est pas il faut seulement les tuer en les égorgeant, tout ça. Il faut vraiment que eux ils choisissent leur mort et que leurs choix vont déterminer leur souffrance pour qu'ils soient un peu punis. Et je trouve qu'il y a un peu ce côté-là dans Until Dawn aussi, où les personnages ils sont entre guillemets punis pour chacune de leurs actions. Genre dès qu'ils tentent un truc, bah ils vont se prendre dans la gueule. Genre Clover, à un moment, elle essaie d'aller à la rencontre du psy, bah elle se fait buter. Ouais. Mais les autres, en essayant de la suivre pour la sauver, ils sont punis aussi. Il y a ce truc de la punition et tout ça que il y a pas forcément dans tous les slashers, genre ou dans tous les films d'horreur. Genre dans les slashers, le truc de base c'est oh regardez, ils font le sexe, c'est immoral, ils sont punis. Mais bon, ça c'est pour critiquer un peu la pensée conservatiste de l'époque, mais c'est beaucoup moins mis en avant que dans ces deux films, je trouve. Et c'est pour ça que je trouve ça Until Dawn vraiment intéressant là-dessus. Parce qu'il reprend, même s'il détourne pas autant les clichés que La cabane dans les bois, parce que c'est le but de La cabane dans les bois de faire exprès de détourner ces clichés, et puis La cabane dans les bois est beaucoup plus méta. De toute façon, Until Dawn les utilise complètement en fait. Oui. Et même ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives dans Until Dawn, la maison, c'est une welcome house. Oui. C'est une sorte de mini-musée en fait. Donc Mm. déjà, t'arrives pas dans le même truc que, comment dire, le musée dans La cabane dans les bois, il est sous-jacent, tu vois. Il est pas frontal. Mais par contre, eux, ils arrivent directement, ils arrivent pas dans une maison flippante ou machin. Ça arrive dans un truc, c'est un musée. Par contre, la maison flippante, pour le coup, apparaît dans le... Ouais, c'est vrai que c'est dans marrant la parce deuxième que journée. dans Until Dawn, c'est propre au-dessus et c'est sale en dessous, alors que dans La cabane dans les bois, c'est sale au-dessus et c'est propre en dessous, Ouais. jusqu'à la scène finale. Voilà. Où ça mixe les deux pour le coup. Et c'est ça aussi que, en fait, c'est ça qui m'avait un petit peu déçu avec Until Dawn, perso, c'est que je m'attendais un petit peu plus de... Enfin, La cabane dans les bois, il régale en termes de créatures. Et moi, c'est ça c'est vraiment un des points que j'adore dans La cabane dans les bois, c'est que vraiment, genre, il fait des refs à tout et il les modifie pour créer des trucs. Vraiment, genre, par exemple, il y a le triton. Vraiment, c'est une blague qu'il y a dans tout le film, mais on finit par le voir et c'est un peu satisfaisant et tout. Et j'étais pas aussi satisfait de découvrir les différentes morts. Et il y a aussi, avec ce côté dont on parlait on ressent pas toutes les nuits. Le fait qu'on voit surtout les 2-3 mêmes menaces en boucle, c'est un peu dommage. Genre, ça aurait été intéressant d'en faire venir quelques-unes pour les caméos, quitte à vouloir jouer sur chaque nuit une mort différente.
je l'ai pas si ressenti que ça. Non, perso. mais par contre, il joue un peu sur l'accumulation. À la fin, avec la course-poursuite, notamment, t'as les Wendigo qui arrivent, puis t'as le tueur du coup qui débarque du plafond, Ouais. qui t'a déjà été montré avant en plus, ce Ouais. truc-là. Donc en vrai, le truc, c'est que Sandberg, il installe quand même bien son décor et tout ça, tu vois. Mm. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les premières nuits, ouais, tu te dis, en fait, c'est peut-être qu'il a pas pris ça du jeu, parce qu'il s'est dit, en fait, c'est un pur truc de mise en scène. Genre, première nuit, j'ai une maison. Deuxième nuit, j'ai 2 maisons. Troisième nuit, j'ai 2 maisons, un château d'eau. Puis Bah, à la après- dernière nuit, tu vois qu'en fait, mais il y a tout le décor qui s'installait. Mm. C'est dommage d'ailleurs, en fait. Peut-être que le film aurait dû durer 2 heures et laisser 2-3 nuits en plus. Mm. Pour justement installer tout ce décor-là, quoi. Après, dans le jeu, encore une fois, il y a ce truc, bah, tout se passe dans la même nuit, tu vois. Ouais. Genre, c'est juste que vu qu'il y a beaucoup plus de personnages, bah, t'explores beaucoup plus d'endroits différents. Le sanatorium, la mine abandonnée, même la maison de Josh qui a aussi bah, une cave avec tous ces trucs. Enfin, tout est condensé en un seul espace et c'est pour ça que ça aurait été inadaptable parce que ça aurait été juste. Enfin, Until Dawn, c'est intéressant parce que c'est un jeu, tu peux y mettre pause, mais je pense pas que tu vas te taper consciemment tout Until Dawn sans jouer, genre sur un écran. Ouais. Ce serait un petit peu. Bah, j'allais dire vomitif, mais c'est peut-être pas ça le mot que je pense, mais voilà quoi. Indigeste. Ouais, voilà, indigeste. Mais on en a pas parlé aussi, mais d'ailleurs, il utilise des formes différentes. Until Dawn. Oui. Dont du coup le fan footage. J'avoue que. Tu l'as pas exposé, mais parce que du coup, bah, c'est pendant l'ellipse des nuits notamment. En fait, bon, il y a un perso qui se rend compte en regardant son téléphone portable qu'il y a des vidéos du coup, Et qu'il les a oubliés. qu'il les a oubliées. Bon, tu sais pas trop pourquoi il y a ce truc-là. Il y d'oubli. a pas Il est mal de installé. facilité. Il y a pas En mal- fait, entre 2 nuits, ça aurait été plus simple juste de mettre une notion d'oubli entre les 2 premières nuits. Mm. Genre au moins un perso qui dit mais il s'est passé quoi déjà la nuit dernière. Ouais. Un truc, juste une réplique, et puis qui aurait commencé à installer ça. Mais du coup, ça arrive un peu sur. Bah, ça en arrive fait, par surprise quoi. ouais, voilà. Et du coup, elle regarde dans son téléphone et puis elle voit les vidéos. Et Et bon, c'est le personnage du psy. Ok. Parce qu'en fait, on le voit filmer au tout début du film. Oui, c'est vrai Et moi, j'étais là, je me dis, ça sert à rien de filmer, il est complètement con. Et du coup, du coup, on voit ce moment où il fait regarder, j'ai plein de vidéos, et on nous montre plusieurs extraits de vidéos où on les voit mourir et tout. J'étais en mode bon. Dont les nuits qu'on n'a Ok, pas vues. oui, voilà. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que d'un côté, je me dis, bon, Sandberg, il a supprimé les nuits, ce qui casse les couilles. Mais il t'a montré du coup ce qu'on a manqué, entre guillemets, les trucs stylés qu'on a manqué, il le montre sur ces vidéos-là. Et puis en plus, il les montre en fin de footage, donc du coup, il est en train Voilà. de séduire. Bah non, parce qu'en vrai, les images sont flippantes pour le coup. Bah, des fois, elles fonctionnent mieux que Ouais. d'autres parties. Mais après, du coup, ça emmène à un truc que j'ai vraiment pas compris, qui est un peu une incohérence, mais c'est parce que je suis un peu chiant. Mais genre, la toute dernière vidéo, on voit, bah, c'est le mec dans le téléphone qui meurt aussi. Tout le monde est mort, et il reste que bah, la fameuse meuf dont on parlait avant, Megan, du coup, la meuf qui est un peu médium, Avec qui le dit psy. ouais, je vais partir, et elle se filme, et elle laisse le téléphone, et elle part. Et je me dis, mais bah, le téléphone, s'il a tourné tout le temps comme ça, Bah, ça a aucun sens, ouais, quoi. fallait laisser le téléphone aussi. bah, elle aurait pu juste couper, enfin, dire je vais le suivre, elle part et elle coupe, plutôt que montrer, il fallait bien la filmer en train de partir. Enfin, on est pas Peut-être bêtes. qu'il y avait une décharge électrique sur le téléphone. Parce que du coup, oui, on parlait de ces clichés-là. Mm. Mais du coup, le cliché, du coup, bah, je te laisse De expliquer. laisser, oui, en gros, dans La cabane dans les bois, il y a bah, tous les clichés sont exposés de manière entre guillemets scientifique, où en gros, par exemple, tous les personnages ont une personnalité assez fournie avant d'entrer dans la cabane. Genre l'héroïne, bon, c'est une meuf qui est en études, elle travaille sur l'économie, elle est sortie avec son prof, le mec ça l'a larguée, elle est saoulée et tout ça, mais voilà, elle est pas. Enfin, on sent que ça la saoule et qu'elle a pas envie de passer à autre chose et tout ça. Il y a la blonde, bah, elle vient de se teindre les cheveux et tout ça, et même si elle est taquine un peu, elle est pas non plus cruche. Le personnage de Chris Hemsworth, qui lui, même s'il est baraqué, on nous fait une toute petite scène, mais qui nous montre qu'il est calé dans le domaine qu'il a, c'est-à-dire la sociologie. Et donc bref, tout le monde a sa petite personnalité, et dès qu'ils arrivent dans la cabane, en fait, ils deviennent tous les archétypes bah, que, du coup, les anciens demandent, c'est-à-dire la catin, vierge, la le fou, vierge, la le catin. fou, le sportif et l'érudit. Ouais. Et vraiment, à chaque fois, ils utilisent les trucs, oui, le département chimie, machin, par exemple, il y a un produit dans la teinture de la meuf qui l'a rendu conne, ils mettent des phéromones dans la forêt pour que les gens baisent dans la forêt, qui est un cliché de film d'horreur où les gens ils baisent partout où Ouais. ils peuvent. Et il y a ça, et il y a du coup un des trucs qui fait que leur plan échoue, c'est que le personnage de Marty, qui est un gros drogué, se défonce tellement la gueule qu'il est immunisé à tous leurs trucs. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça qui jouent, genre par exemple, un moment, il y a du coup le personnage de Dana, du coup qui est l'héroïne, et qui du coup est le personnage de la Vierge, qui du coup c'est carrément introverti en arrivant dans le truc, en faisant, par exemple, quand elle parle avec l'érudit, en mode, ah, c'est un peu la première fois, et en mode, en fait, non. Même elle bug, elle se rappelle plus trop. Ouais. Et bref, elle est avec du coup ce fameux mec,
Ils viennent d'échapper à un mec, elle vient de le poignarder. Et là, ils envoient une petite décharge électrique sur le couteau, ce qui fait qu'elle lâche le couteau. Et du coup, c'est évidemment ce cliché que même je crois qu'on retrouve même dans le premier Halloween, où Jamie Lee Curtis, je crois qu'elle attaque Michael Myers, et puis ensuite elle lâche le téléphone, ou elle lâche le couteau, un truc comme ça. Ouais, pas de téléphone à ce moment-là. Téléphone fixe. Ah oui. Mais du coup, il joue là-dessus, et je crois que même dans Until Dawn, il y a un truc comme ça aussi, où justement, je crois qu'à un moment, elle a une batte ou un truc comme ça, et elle le lâche. Oui, Mais, putain, c'est pas une... je sais pas si c'est une batte. Mais je sais qu'elle a un truc, contre le tueur, contre le Ouais. mec de slasher, ouais. et elle le frappe avec, et puis ensuite elle se tourne, elle le lâche, et vraiment, Il y avait une décharge. il y a des fois où tu te dis, on dirait que Until Dawn, c'est la cabane dans les bois, mais sans les, Sur les scènes, sans oui. les scènes. Mais en même temps, ça rend pas le film nul, parce que t'as l'impression que le film fait exprès, en fait. Et en même temps, c'est vrai que pour qu'un film d'horreur marche, pour le spectateur, faut qu'il y ait certains clichés qui soient là. Parce que si... c'est ça qui est aussi intéressant avec La cabane dans les bois, c'est que les spectateurs veulent absolument pas... Les spectateurs dans La cabane dans les bois, du coup, c'est ces fameux dieux qui pourraient détruire le monde si jamais on leur fournit pas exactement ce qu'ils veulent. Et justement, pour moi, en fait, c'est clairement l'image des spectateurs. Ils ont ils ont la possibilité de remodeler ou de pouvoir s'ouvrir à des nouveaux trucs, mais ils sont très bien satisfaits de voir les mêmes choses en boucle. Non, t'inquiète. Et du coup, du coup, je me suis perdu là. Attends. Ils ont la possibilité de changer. Ouais, non, les spectateurs. Oui. Et du coup, les spectateurs, à côté, du coup, cette équipe qu'on voit qui est censée faire les trucs, de toute façon, on nous dit clairement, il y a l'équipe des scénarios, tout ça, c'est clairement La genre une maintenance. équipe de la maintenance, clairement une grosse équipe de film, mais au lieu que ce soit le réel qui donne les ordres, c'est le prod, quoi. Le prod qui veut satisfaire son petit public qui est habitué à ça. Et c'est ce qu'on voit dans Until Dawn, hein, on nous montre ce qu'on a envie de regarder. Parce que les gens ne vont pas venir voir le film Until Dawn, la majorité ne vont pas venir voir en se disant ça va renouveler le genre. Bah oui. Ils vont le voir parce que c'est un film d'horreur un petit peu classique, quoi. Et il n'y a rien de mal parce que si le film il est classique mais que derrière il y a les idées que propose David Sandberg, ce serait pas mal s'il y avait déjà plus de films d'horreur qui jouaient là-dessus. Hein. Oui, non, mais après, on demande pas de toute façon de réinventer le genre à chaque film. Hein. Mais voilà. Voilà. Bref. Et je pense qu'on a fini. Oui. Donc à nouveau, regardez Until Dawn. Regardez les films qu'on a En cités. salle tant qu'à faire, parce que tant qu'il est en salle, autant en profiter. Regardez La cabane dans les bois en salle s'il repasse en salle. Ce serait pas mal. Et puis voilà, allez voir Megan 2 quand ça sort. Ah, la conclue. Ça va être génial. Mais je l'ai eu juste avant Until Dawn, la bande-annonce, du coup. Moi, j'ai découvert la bande-annonce de Megan, j'avais pas eu. J'aurais dû la découvrir avant, en fait. Mais voilà. Eh bien, merci Rodolphe, du coup, d'avoir proposé cet épisode et d'être venu dans le podcast. Avec plaisir, c'est à la prochaine, j'ai envie de dire. Et à la prochaine, très bientôt, pour un autre épisode sur un petit film français. Et encore de l'horreur. Et encore de l'horreur. Fait main. Bisous. Bisous.